Bonjour, ma troisième vidéo a pour but de présenter les différentes affaires d'exclusion vécues par des jeunes collégiennes ou lycéennes françaises en raison d'une jupe longue jugée comme étant un signe ostentatoire d'appartenance religieuse sous un angle nouveau, sous un angle historique, mettant en lumière la chasse aux sorcières des 15e, 16e et 17e siècles. Des similitudes concernant certaines caractéristiques typologiques peuvent être mises en exergue. Sachant que ces affaires rejoignent également ma première vidéo portant sur une remise en question de l'ascension sociale de la femme musulmane. Donc tout d'abord, le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, dénombre 130 cas de jeunes étudiantes exclues de cours pour port d'une jupe longue. Le gouvernement, par la voix de Najat Vallaud-Belkacem, semble massivement soutenir l'initiative des établissements remarqués par ces affaires, puisque la ministre de l'Éducation nationale affirme qu'ils ont eu recours au discernement nécessaire dans de pareilles circonstances. Donc après avoir planté le décor, je vais vous proposer une mise en perspective de ces événements avec le contexte de persécution qui s'est déroulé entre le 15e et 17e siècle et ayant touché les femmes européennes. Donc tout d'abord, le cadre législatif offre des similitudes rendant possible cette dite chasse aux jupes longues dans les établissements publics français. Alors, un bref retour historique s'impose. La chasse aux sorcières a débuté à la fin du Moyen Âge, au XVe siècle, et a connu son apogée durant les XVIe et XVIIe siècles. En effet, l'Inquisition, qui était un tribunal spécialisé relevant de l'Église catholique, avait pour but de combattre l'hérésie. Or, il faut savoir que jusqu'en 1326, hérésie et sorcellerie étaient deux sphères distinctes. Ce n'est qu'à partir de cette date que le pape Jean XII a rédigé une bulle intitulée Super Ilius Specula, liant les deux termes. Donc après 1520, ce sont davantage les tribunaux séculiers qui réglaient les questions de sorcellerie et qui ont, eux, engendré le déferlement le plus meurtrier contre les dites sorcières, et ça de 1580 à 1630. En tout, on compte, d'après les recherches de l'historienne Anne Barstow, 200 000 procès et 100 000 exécutions. Donc la véritable chasse aux sorcières impliquant persécution, bûcher, procès accusateurs a été mise en place par la bulle Summis Desiderantes Affectibus du pape Innocent VIII en 1484. Donc ce qui a propulsé la chasse aux sorcières telle que nous l'entendons à notre époque, ça a été une enquête commandée par l'Inquisition afin de reconnaître les sorcières et de les décrire. Ce document, qui est paru en 1486 et qui a été rédigé par deux auteurs, Heinrich Kramer et Jacques Sprenger, est connu sous le nom de Malleus Maleficarum, qui se traduit par le marteau des sorcières. À noter la terminaison en arum qui implique forcément le féminin et donc une focalisation sur les femmes, sur les sorcières et non véritablement les sorciers, bien que eux aussi ont pu être condamnés de sorcellerie, puisqu'on compte 80% de femmes condamnées, soit 20% d'hommes. En effet, ce manifeste soutient que les femmes, à cause de leur faiblesse, sont prédisposées à la sorcellerie et qu'elles sont les ennemies du genre humain. La bulle papale de 1484 peut être mise en perspective avec la loi du 15 mars 2004 qui explicite que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Donc ça, c'est la loi. Ce rapprochement, évidemment, ne s'opère pas en termes de violence, des persécutions, mais il entérine un regard, une certaine mise sur le devant de la scène d'une population qui jusque-là n'était pas visible et non médiatisée. Les jeunes filles musulmanes voilées ont été dès lors visées comme étant exogènes au système public et à l'école laïque, bien qu'elles aient ôté, dans leur grande majorité, le voile à l'entrée de leur école. Donc l'accélération de leur mise au banc et de la crispation autour des tenues féminines s'effectue par le biais de textes législatifs officiels, voire officieux.
La charte de la laïcité de 2013 et la circulaire Luc Châtel poursuivent cet esprit anti-voile aux alentours de la sphère de l'école publique. Il y a même un document interne au rectorat de Poitiers qui crée une vive polémique fin novembre de l'année 2014. Il relève une liste de signes devant alerter les enseignants et le personnel dirigeant de tous les établissements scolaires afin de prévenir le radicalisme religieux. Donc là, ce document ne vise pas directement les femmes musulmanes, mais il ravive la volonté d'éradiquer le moindre signe réel ou imagé d'appartenance à l'islam. Car force est de constater qu'une jupe longue ne peut être définie comme signe ostentatoire d'une appartenance religieuse, dans la mesure où le port de ce type de vêtements ne se limite pas aux femmes musulmanes. Ensuite, pour continuer cette analyse, on peut observer que les caractéristiques typologiques des principales intéressées font écho à celles des sorcières des XVe, XVIe et XVIIe siècles, puisque les femmes des milieux populaires étaient les principales accusées de sorcellerie, car elles étaient les plus indépendantes et exerçaient des métiers échappant aux hommes. Donc les femmes médecins, dépositaires d'un savoir en relation avec la guérison par les plantes, les sages-femmes, les avorteuses, les conseillères psychologiques, les enseignantes, les dirigeantes politiques étaient les premières victimes de ces persécutions. Les femmes seules, comme les veuves, étaient facilement condamnées, d'autant plus si elles étaient riches. Le même sort pouvait même être réservé à leurs enfants, et à plus forte raison s'il s'agissait de filles. Donc ces femmes indépendantes contrecarraient avec l'ordre patriarcal établi par la bourgeoisie qui était à l'époque florissante. Et il se trouve qu'on voit bien que le caractère indépendant et la différence de ces femmes les plaçaient dans une position délicate. Or, les jeunes filles voilées, en plus d'appartenir en grande majorité au milieu populaire, revendiquent une indépendance et une autonomie vis-à-vis de toute autorité masculine. Donc, c'est ce qu'on appelle le voile revendiqué, qui est une expression empruntée à Françoise Gaspard et Farhad Khosrow-Khavar dans Le Foulard et la République, qui est un ouvrage paru en 1995. Donc ce voile revendiqué peut très bien s'appliquer à ces jeunes filles qui estiment être, donc là je cite, françaises et musulmanes, modernes et voilées, autonomes et habillées à l'islamique. Et ainsi, ces femmes s'affirment pour une identité qui leur est propre. Cette revendication crée un paradoxe et une forme d'incompréhension puisque ces jeunes filles apparaissent en marge de la mode moderne qui prône des tenues beaucoup plus légères et près du corps. Donc ces affirmations particulières, personnelles, se heurtent à la vision majoritaire des classes dirigeantes des établissements et de la société française qui, comme le déclarent ces deux sociologues, Françoise Gaspard et Farhad Khosrow-Khavar, je cite, refoule au nom de l'universel toute forme trop particulariste d'affirmation. Donc ici, c'est de la nature indépendante et autonome de ce type de revendication que naissent les problèmes de compréhension entre les étudiantes et la direction des établissements scolaires. Les jupes longues s'opposant à la longue histoire du droit des femmes en France pour le port de vêtements courts et serrés. Donc voilà, cet aspect de la femme, de la fille autre, forcément nécessite d'être approfondi et je le détaillerai dans un prochain article. Pour ce qui concerne cette vidéo, je terminerai par le cadre cognitif global de développement des phénomènes de la chasse aux sorcières et de la chasse aux jupes longues. L'erreur courante, en fait, est d'attribuer la chasse aux sorcières au Moyen Âge, parce que la vague la plus meurtrière fut réalisée en réalité pendant la Renaissance, période caractérisée par l'humanisme. Alors que la période se veut moderne, tournée vers l'humain, vers la tolérance, des milliers de femmes sont conduites au bûcher. En réalité, c'est même cet élan vers la rationalité et la rigueur bureaucratique de l'État qui a accéléré le mouvement contre les dites sorcières. Cette thèse est notamment énoncée par Ludovic Vialet dans Sorcière la grande chasse. L'instauration d'un cadre administratif et bureaucratique fort nécessite
de montrer à la population que ce nouvel état crée de l'ordre, et là je cite, et qui pour ce faire ont besoin du désordre. Donc, de même, les guérisons par les plantes, nées de pratiques ancestrales, s'opposent à la rationalité de la Renaissance et engendrent, a fortiori, un scepticisme sur les femmes qui optent pour ces pratiques et qui sont accusées d'être proches du diable. Il faut savoir également qu'aucun penseur de l'époque ne se positionne contre les pratiques infligées aux sorcières, en dehors de Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, qui sera tout de même attaqué pour soutien à la sorcellerie. Donc, ce cadre cognitif fait écho à la période actuelle de troubles semés par les attentats du début janvier 2015. L'État est face à la pression de devoir créer de l'ordre et de montrer que les dérives radicalistes sont prises en charge et sont jugulées dès les premiers signes d'appartenance revendiqués à un islam visible. Les jupes longues n'étant pas en soi un signe de radicalisme puisqu'elles sont également portées par des jeunes filles non musulmanes, mais elles sont érigées en tant que telles par la direction de l'école et le personnel enseignant afin de créer ce désordre prosélyte mettant à mal la laïcité. De plus, au sein de l'islam et de sa représentativité, des volontés de réforme sont avancées par certains imams ou certaines personnalités publiques, mais elles ne se prononcent aucunement sur ces affaires, voire visent davantage à un renoncement du voile et de toute tenue y étant associée à raison ou non. Ces courants se revendiquent d'ailleurs de l'humanisme, à l'instar du philosophe Abdenour Bidar, qui lui s'est exprimé sur le débat autour des jupes longues à l'école, en sa qualité de chargé de mission laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Et il fustige l'attitude des jeunes filles, leur, dit-il, comportement, leur conduite, et estime qu'elles ont fait preuve de, je cite, provocation. Donc pour sa part, Najed Vallaud-Belkacem parle de discernement, en soutenant que l'établissement a bel et bien fait preuve du discernement nécessaire. Ce mot n'est pas anodin et me permet de faire un parallèle avec ma précédente vidéo intitulée De l'hystérie au radicalisme, ces maladies qui maintiennent les femmes dans un état de déficience mentale. Puisque ce terme était particulièrement utilisé également contre les femmes soignées en psychiatrie. Il leur était reproché de ne pas avoir le discernement suffisant pour juger de leur propre état de santé mentale. Donc, malgré le saut temporel entre la chasse aux sorcières et les affaires concernant les jupes longues, des similitudes de traitement sont à noter, comme le cadre législatif et cognitif, comme les caractéristiques typologiques des femmes concernées. Bien que le spécialiste Abdenour Bidar estime que ce problème n'en est pas un et qu'il arrive quotidiennement, nul ne peut nier qu'il est nouveau et qu'il mérite de s'y intéresser. Merci d'avoir suivi cette 3e vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.